Au programme de ce numéro de Toute une histoire, Ma mère biologique était une prostituée et donc elle recevait ses clients dans ses chambres où j'étais là avec ma sœur. Hazel a été adoptée en Russie à l'âge de 7 ans. En Russie, je n'ai connu que la violence. À un moment, on a envie de dire stop, j'en ai marre, je m'arrête, je veux plus. Elle ne souffre d'aucune maladie particulière, sauf, je pense, le fait d'être psychologiquement perturbée. Quand j'ai visionné le reportage, j'ai quand même vu une enfant fermée, comme une huître. Je savais que ce serait difficile à une enfant de 7 ans. On se doute bien que derrière tout ça, il y a un passé, il y a un vécu ou un passif. Gaspard, lui, est né au Rwanda dans une famille aimante, mais détruite par le génocide. Ma mère et ma petite sœur, ils ont été empoisonnés par des membres de la famille de ma mère. Mon père m'a fait comprendre que je pouvais aussi être en danger. Je suis parti en forêt. Ça faisait 1 mois et demi que j'étais sur les camps et je n'avais jamais vu un enfant en cet état. J'ai conscience que je vais l'arracher à son milieu, mais si je le laisse là, il va mourir. Aujourd'hui, c'est cette histoire qui fait leur force. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeure de français. Je suis en master d'histoire. Vous avez écrit un livre toutes les deux, j'imagine que ça a été une sorte de thérapie. On a mis des mots sur ces mots parce qu'il y avait quelque chose de roman dans notre histoire. Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi. En 2014, plus d'un tiers des enfants adoptés à l'international avaient plus de 5 ans. Hazel et Gaspard avaient respectivement 7 et 6 ans lorsque leur mère est venue les chercher au bout du monde. Ils sont avec nous aujourd'hui et nous allons découvrir à quel point leurs histoires se font écho. Merci d'être avec nous. Vos deux mères sont à vos côtés, vos deux mères adoptives, pour nous apporter leur éclairage sur le sujet. Et puis avec nous 2 experts, Yvonne Poncet-Bonissol. Bonjour Yvonne. Et le docteur Jean-François Chicoine, pédiatre et spécialiste de l'adoption internationale. Hazel, votre mère Adeline vous a adopté à l'âge de 7 ans. Où viviez-vous les premières années de votre vie? À Saint-Pétersbourg, en Russie. Je suis née dans cette ville et j'ai vécu en orphelinat à partir de l'âge de 3 mois jusqu'à l'âge de 3 ans. Ensuite, de 3 ans à 9 ans et demi, vous avez vécu avec votre mère biologique. Et votre père, il était où? Je suis de père inconnu, semblerait-il. Ma mère biologique était une prostituée et donc je connais absolument pas mon père. Et je pense que lui non plus ne me connaît absolument pas. Alors, si je comprends bien, elle vous avez laissé dans un orphelinat jusqu'à l'âge de 3 ans. Pourquoi vous a-t-elle récupéré? À mon avis, la réponse est relativement simple. Elle voulait faire le maximum d'argent possible avec moi et tout était bon pour, à partir du moment où un enfant à l'âge de 3 ans est plus autonome, c'est plus facile ensuite de le manipuler. Le maximum d'argent, ça veut dire qu'elle voulait vous utiliser? Voilà, utiliser professionnellement dans la prostitution? Dans la prostitution, mais aussi la manche, les vols, toute façon possible et imaginable pour qu'un enfant à partir de l'âge de 3 ans puisse ramener le maximum d'argent possible. Donc tout ça, vous l'avez fait? J'ai fait beaucoup de choses. Vous en parlez avec une sorte de froideur apparente en tout cas? Oui. C'est une manière de vous protéger et de prendre de la distance par rapport à tout ça? Oui, oui, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas demandé, pas espéré, qui m'a été imposé, où je n'avais pas le choix. Si je n'obéissais pas, c'était des coups. Donc, automatiquement, en grandissant, on essaie de prendre cette distance parce que sinon, ça nous mange de l'intérieur. Des coups, vous en avez pris beaucoup? Trop. Beaucoup, oui. Tout était prétexte à me taper dessus, parfois pour des raisons que j'ignorais. Il vous reste quels souvenirs de cette période? Est-ce qu'ils sont précis? Oui, malheureusement, oui. Les souvenirs violents sont souvent des souvenirs précis. Ils me hantent parfois, malheureusement, mais après, on essaye de les dépasser pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête d'enfant à l'époque? Est-ce que vous parveniez, dans ces moments terribles,
est-ce que vous parveniez à vous échapper dans votre tête? Échapper, oui. Oui, j'avais la chance, entre guillemets, que ma mère biologique m'oublie dans la crèche, à la crèche pendant des nuits entières. Et donc, je dormais dans des draps propres, dans un lit propre, en ayant le ventre plein, ce qui est quand même un luxe quand on n'a pas l'habitude. Donc vous dites la chance, normalement un enfant est terrifié par cette idée. Oui, Pour vous, moi, c'était une chance. libération, parce qu'en plus, il y a une dame qui restait à la crèche pour me garder, et elle me lisait les contes russes, qui sont nombreux, donc c'était une façon pour moi d'échapper, d'avoir un peu de tendresse dans un environnement où j'en avais pas. Jamais un geste de tendresse? Non, non, elle ne m'appelait pas. Elle Pas ne de m'appelait jamais par mon prénom, non, elle ne m'appelait pas en fait. Donc non, j'avais pas de retour direct. Qu'est-ce que vous éprouviez pour cette mère? De la peur. Même pas de la colère. Après, en devenant plus grande, de la colère, mais sur le coup, c'était de la peur permanente. Est-ce que vous tentiez de recueillir son affection? Non. Non, non. Une fois, j'ai eu l'occasion, son mari l'avait frappée violemment, elle avait un énorme cocard. Et idiotement, je ne sais pas pourquoi, je suis allée chercher de la glace ou quelque chose pour lui mettre sur son œil douloureux. Et elle s'est sentie mieux, elle s'est endormie. Et le lendemain, elle m'en a collé une pour une raison aberrante, et c'est revenu. Donc sur le moment, je me suis sentie particulièrement bête d'être venue en aide, d'avoir eu pitié d'elle, parce qu'elle n'a jamais eu pitié de moi. Gaspard, vous écoutez ce récit d'Azel, qu'est-ce qu'il vous inspire? Par rapport à moi, mon histoire personnelle, parce que j'ai vécu des choses difficiles, mais j'ai connu l'amour. Oui, vous avez connu l'amour, vous n'avez pas manqué d'amour. Non. Vous avez grandi au Rwanda avec vos parents jusqu'à l'âge de 6 ans. Est-ce que vous diriez que vous avez eu une petite enfance heureuse? J'ai eu une enfance heureuse. Enfin, avant les événements de 94, j'ai eu une mère qui était très proche de ses enfants. Donc, j'ai eu une enfance heureuse. Et votre père? Mon père, c'est on va dire un père africain, donc il aimait ses enfants comme un père africain. Et qui c'est quoi ça, un père africain? On l'exprime moins. On l'exprime moins, mais moins présent que votre mère. Moins présent que notre mère, mais qui était là quand on avait des problèmes. Donc, on va dire, je sais pas le toucher, nous prendre dans les bras, etc. Bon, ça, c'est pas notre père. Ça, c'est réservé à votre mère. Voilà. Vous aviez des frères et sœurs? J'avais des frères et sœurs. J'avais un petit frère qui est décédé d'une maladie. Ma petite sœur qui est morte au début du génocide. Et mon frère qui est actuellement au Rwanda et dont ça fait 21 ans que je ne l'ai pas vu. Donc c'est au moment du génocide dont vous nous parlez que tout a basculé. C'était donc en 1994. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous et votre famille? Alors, ma mère et ma petite sœur sont morts 1 à 2 semaines juste avant le déclenchement du génocide. On va dire avant que ici on commence à le percevoir, parce que le génocide avait commencé beaucoup plus tôt. Donc c'est à partir de là que mon père m'a fait comprendre que je pouvais aussi être en danger. Vous aviez quel âge, vous, à ce moment-là? Alors, l'âge, moi, j'avais pas la connaissance de mon âge jusqu'à la rencontre de ma mère, parce qu'aucun d'enfant de ma famille a été déclaré. Je pense d'une partie, c'est dû à ça aussi, c'est que quand on déclarait les enfants, on devait écrire leur ethnie sur les passeports, et du coup, aucun de ma famille a été déclaré. C'est une mesure pour vous protéger? Moi, je l'ai compris beaucoup plus tard, que je pense que c'était ça, parce qu'il n'y en avait aucun, même mon frère aîné. Donc, autour de 6 ans à peu près, votre père vous a conseillé de fuir pour vous protéger? C'est ça, autour de 6 ans, il m'a fait comprendre que si je restais au village, ou si je restais à ses côtés, que je risquais de mourir. Donc, vous étiez très jeune, vous êtes parti loin de votre village. Vous êtes parti où?
dans la forêt? Je suis parti en forêt et en fait ça aussi je l'ai compris beaucoup plus tard, c'est que en étant psy, surtout ma mère, en fait elle nous préparait, enfin elle nous avait préparé psychologiquement, parce que parfois d'un coup, par exemple, s'il y avait un officiel qui arrivait dans le village, par exemple on s'enfuyait avec elle et on restait des journées et des journées dans la forêt. Et, donc elle vous avait préparé à quoi? À survivre dans la forêt? Bah, je pense qu'elle nous a préparé, parce que c'est ce qu'elle m'avait appris d'une part, et mon père aussi, parce que mon père m'avait appris à chasser très tôt, à pouvoir, on va dire, être autonome. Être autonome. Donc comment vous vous êtes débrouillé si petit, seul dans la forêt pour survivre? On dirait vol, proprement. Vous voliez qui? On volait des animaux, donc des lapins, tout ce qui pouvait passer, des poules, ou même des... On récupérait, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux qui étaient abandonnés. Et donc on les récupérait et on constituait des petits troupeaux. Et parce que moi, dès que j'ai su marcher et utiliser mes bras, j'étais devenu berger. Et donc du coup, la gestion des troupeaux, ça je savais faire. On avait appris à chasser, on avait appris à chasser aussi le ragondin aussi. Donc ça c'est... Voilà, on a survécu comme ça. Psychologiquement, vous étiez comment? Vous veniez de perdre votre maman, votre petite sœur. Vous étiez dans quel état psychologique? Quand j'ai perdu ma mère et ma petite sœur, mon père m'a fait comprendre que véritablement, que là j'étais un homme et qu'il fallait que j'avance et qu'il n'y avait pas d'autre choix. Donc pas le temps de s'apitoyer sur son sort? Non. Non. Il n'y avait pas, on va dire, il y avait pas de place pour ça. Il fallait vivre. Il fallait vivre. Et c'était la survie, les sentiments. Azel, vous avez parfois été réduite à de drôles de choses pour survivre, justement, pour vous nourrir. La sensation de faim, vous l'avez connue? Oui, comme Gaspard, vraiment le mot qui frappe, c'est survie. Quand on est un enfant, on ne réfléchit pas, on n'essaie pas de comprendre pourquoi du comment. Quand le ventre vous tiraille, vous avez faim, vous êtes prêt à tout et n'importe quoi pour avoir à manger. Avoir tellement faim jusqu'à avoir un goût de sang dans sa bouche, à avoir des nausées, des vertiges, des maux de tête. Il vous est arrivé de manger quoi, vous, pour... Moi j'étais très éclectique, j'ai mangé des croquettes de chat en fait. Ma mère biologique a été invitée chez des invités. Elle a été invitée et dans la cuisine il y avait un chat avec son plat de croquettes. Et moi je voyais ce chat au-dessus qui regardait nonchalamment sa nourriture. Moi j'avais affreusement faim. Et en voyant ça, je me suis jetée sur les croquettes. Je les ai toutes mangées d'un coup. Et j'avais l'air dédaigneux du chat qui me regardait comme ça, que les félins savent bien prendre. Et je me suis sentie humiliée. Mais parce que quand votre mère était invitée chez des amis, vous n'aviez pas le droit de manger? Ses amis étaient pour la plupart alcooliques, ils étaient pour la plupart drogués, ils étaient du même milieu. Donc bon, les enfants, les mômes, on s'en fichait un peu. Donc voilà, j'ai mangé les croquettes. Après, c'était beaucoup de vols. J'ai beaucoup volé sur les marchés, des choses comme ça. Bon, des fois, je me suis fait attraper par la milice. Bon, les coups de matraque, ça me connaît. Et après, c'est glané. Par exemple, vu que je vivais dans le quartier du port, il y avait beaucoup de poissons étouffés par le mazout des bateaux de transport. Donc, je les prenais, je les mangeais, les poissons aux yeux blanchis. Donc, ça ne pose pas de questions quand on a faim, même si c'est bon, si c'est pas bon, on dévore. Et je me souviens, le tout dernier subterfuge que j'ai trouvé pour calmer la faim, c'était de manger du papier journal, en fait. Et alors, pour ceux qui seraient intéressés, je me suis rendu compte, c'est que le papier journal, au début, j'avais pris un gros morceau, j'avais étouffé. Et après, je prenais pendant des heures des petits morceaux de papier que j'avalais, que je mâchais, que j'avalais, et ça calmait la faim, ça oubliait le corps, permettait de se calmer un peu. Je trouve que c'est la première fois que j'entends ça. C'est absolument Yvonne. hallucinant. Donc je crois que vous voyez bien qu'on dit souvent que tout se joue avant 6 ans. Eh bien non, à vous entendre, vous, Azel et Gaspard, on voit qu'il y a possibilité de s'en sortir quand on voit votre discours, quand on voit votre empathie, quand on voit aussi votre quête affective, parce que vous, on sent chez vous une petite fille qui reste quand même au fond de vous et qui est là, qui est là en train de nous demander
est-ce que un peu d'affection tout en la refusant. Alors, c'est vrai que bien souvent, il y a eu cette phrase longtemps qui résonne dans la tête des parents, tout se joue avant 6 ans, d'un monsieur Dodson qui avait écrit un livre en anglais qui a été mal traduit, How to be parents. Ça veut dire comment être parent, ça a été traduit, tout se joue avant 6 ans. Donc les psychiatres et les psychanalystes et autres ont des versions différentes, mais en tout cas aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se joue avant 6 ans quand on n'a pas été porté, quand on n'a pas été contenu. C'est deux concepts qui sont très intéressants, qui sont nécessaires à la sécurité affective de l'enfant et qui mettent en place quelque chose qu'on appelle aujourd'hui la théorie de l'attachement. Alors, c'est vrai que quand on est dans une telle insécurité comme vous, qui donc avez besoin d'une... Vous deviez être transparent pour justement éviter les coups. Quant à Gaspard, vous, c'est pas du tout la même survie affective, c'est pas une survie affective, c'est une survie physique. Donc, les troubles de l'attachement, ils sont importants quand on est dans cette situation. Alors, c'est vrai que quand on est bercé, comme vous avez été contenu par votre père, par votre mère, on a une forme d'attachement sécure. Ensuite, on a toutes les formes d'attachement insécures, à savoir, quand on est dans l'adoption, ça peut être des sentiments d'attachement, mais très ambivalents. J'y vais, je me retire. Ensuite, des sentiments aussi désorganisés. Et c'est souvent les êtres maltraitants, les enfants maltraitants qui ont ce genre d'attachement. C'est-à-dire que vous êtes comme désorienté, comme désorganisé dans votre quête affective, dans vos rapports, je dirais même amoureux. Donc on a peur de l'attachement parce qu'on a peur d'être abandonné à nouveau. Donc je crois que c'est tout ça qui se met en place entre 0 et 6 ans et qui conforte le socle affectif qui nourrit la confiance en soi, l'estime de soi et cette possibilité d'évoluer. Mais ça ne met pas en péril les compétences. Quand on voit comment vous vous exprimez, eh bien vraiment, les compétences ne s'acquièrent pas toujours entre 0 et 6 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeure de français. J'enseigne la langue française, en fait. Et Gaspard, qu'est-ce que vous faites? Je suis en master d'histoire. Après... Vous voulez enseigner? Non, je ne veux pas enseigner. Je suis plus axé sur le monde entrepreneurial. Vous allez nous raconter. On va avancer dans vos parcours respectifs et revenir à celui d'Azel. Donc, vous nous racontez ce que vous avez vécu terrible entre 3 ans et 6 ans. Pourquoi vous êtes-vous retrouvé adoptable? Alors, quand je vivais avec ma mère biologique, elle avait pour habitude de traîner dans la rue jusqu'à pas d'heure avec moi, avec ma demi-sœur. Et un soir, elle était ivre morte presque, elle était particulièrement ivre. Elle a sorti un couteau et très froidement, très sèchement, elle a poignardé cet inconnu qui s'est effondré dans la neige dans un bruit sourd. Et après, en fait, c'est vraiment l'élément déclencheur. Tout allait très vite. Mon beau-père est arrivé, ma demi-sœur est partie. Puis soudainement, je me souviens d'avoir été enfermée dans les toilettes. Je ne pouvais plus sortir. J'ai dû être enfermée pendant plusieurs jours. Et donc, j'ai perdu connaissance. Et je me souviens juste d'une dame de police blonde qui a ouvert la porte et qui s'est approchée de moi. Et après, je ne me souviens plus de rien. Après, c'est un peu le noir complet. Vous avez été hospitalisée? Voilà, je me suis réveillée dans un hôpital. Et ensuite, on m'a emmenée dans un orphelinat, tout simplement. Donc après, je ne sais pas, étant petite, je ne savais pas du tout ce que le monde des adultes se passait. Et qui vous a dit que vous alliez être adoptée? Qui vous l'a expliqué? Alors, la notion d'adoption, papa, maman, famille, c'est des notions qui m'étaient complètement étrangères. Et quand je suis arrivée à l'orphelinat, la dame de l'orphelinat m'a dit, la directrice m'a dit, de toute façon, toi, tu ne seras jamais adoptée, vu ton âge, vu ton caractère, vu ton passé, tu vas redevenir comme ta mère, tu vas faire la prostituée dans les rues, tu ne mérites que ça. Enfin bref, elle m'avait bien habillée. Vous aviez quel âge? J'avais 6 ans et demi. Et surtout que juste avant, en quittant l'hôpital, il y a la dame de police, la blonde que j'avais vue, qui est venue me chercher et qui m'a dit, il faut que tu ailles voir ta mère biologique. Et en allant voir ma mère biologique, la dernière fois que je l'ai vue, c'était à travers une cellule. Elle avait l'air complètement... l'air d'une furie. Et elle a passé sa tête entre deux barreaux. Et elle a dit en russe, tout est de ta faute.
C'est une phrase, tous les coups, toutes les violences physiques, verbales, à côté, c'est rien. À côté de cette phrase qui vous tue de l'intérieur et qui vous ronge jour après jour, jusqu'au jour sans doute de votre mort, c'était une grosse claque. Et donc, j'arrive à l'orphelinat, on me parle d'adoption. Je ne connais pas l'adoption, moi, papa, maman. Et à un moment, les jours passent à l'orphelinat, je commence à prendre mes quartiers. Et une dame vient me voir et elle me dit Nastia, est-ce que tu veux une maman ? Bah, c'est bien gentil, mais je ne sais pas ce qu'est une maman. Il me dit, je ne te demande pas de savoir ce qu'est une maman, je te demande si tu veux une maman, point barre. Alors, je commence un peu à s'énerver. Par bol, j'étais de bonne humeur. Je lui dis, ah ouais, d'accord, pourquoi pas. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai été mise à l'adoption. Parce que j'ai appris plus tard que les enfants, dans la législation russe, à partir d'un certain âge, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus très bien, ont le droit de choisir s'ils veulent être adoptés ou non. Pourquoi vous dites par chance j'étais de bonne humeur? Parce que vous aviez un caractère difficile, tout ça avait forgé une personnalité un peu rebelle? Rebelle, oui, à l'orphelinat, j'étais toujours dans mon coin, je ne me faisais pas d'amis, je n'étais pas un enfant extraverti. Donc les dames de l'orphelinat, en plus, c'est un rapport assez particulier, elles nous encadrent, mais en même temps c'est une autorité. Donc j'étais vraiment de bonne humeur et hop, allez, c'est parti. C'est comme ça que je suis là aujourd'hui à parler de cette expérience. Alors on va saluer le docteur Chiquan. Vous dirigez la clinique d'adoption et de santé internationale à Montréal. Vous travaillez notamment sur la question de l'adoption depuis 25 ans. Votre réaction à ce que vient de nous dire Azel? De très belles histoires, de belles personnes, on le voit. On voit aussi ce qu'ils portent comme histoire. Mais on voit surtout, comme pédiatres, qui sont assis à côté de leur maman. Et le comportement d'attachement le plus primitif dans le sens premier du terme, c'est un comportement de proximité et de disponibilité physique et psychique. Donc, à partir du moment où on accepte d'être avec l'autre, que ce soit par téléphone ou à côté, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé. Les enfants qui sont négligés ont très, très tôt une réaction difficile envers la vie, en ce sens qu'ils sont incapables d'apprentissage de la confiance, de la sécurité affective, de l'apaisement. Le mot pour décoder l'attachement, c'est l'apaisement, c'est pas l'amour. C'est un sentiment plus primitif, mais en même temps, un sentiment plus proche, comme vous le disiez, de la survie. La survie du petit bébé passe à travers, donc, un comportement d'attachement. Il doit pouvoir être dans les bras ou en relation avec sa maman ou à la limite une nourrice ou un tuteur dit de sa résilience pour pouvoir diminuer sa peur primitive et son stress. Sinon, il n'est pas capable. Donc, l'idée de boire, de manger, de satisfaire à ses besoins essentiels est quelque chose qui peut porter l'enfant et qui vous a permis de survivre. Vous, Azel, beaucoup à travers votre intelligence, je pense, puisque vos émotions, et puis Yvonne pourra, vos émotions, vos sentiments étaient réprimés par votre mère de naissance. Ce qui veut donc dire que vous avez utilisé votre cerveau d'en haut, si je puis dire, pour pouvoir survivre et probablement un peu de déni, un peu de solitude avant de pouvoir cheminer à travers l'adoption et avoir un métier de narration. Tant qu'à vous, pour moi, qui était un bébé aimé par sa maman, il s'agit plus d'un syndrome post-traumatique qui va arriver suite à quelque chose et qui va vous donner cette capacité de survivre, c'est l'attachement. Vous ne seriez pas été aimé par votre maman, que vous seriez peut-être mort dans la forêt, mais vous avez survécu. Donc, ces deux éléments-là de stress reliés à l'attachement insécurisé ou au syndrome post-traumatique, ils se retrouvent chez tous les enfants en adoption. Et le rôle de l'adoption, contrairement à ce qui est dit parfois, ce n'est pas nécessairement de donner, et j'ai aimé ce que vous avez dit, Azel, une famille à un enfant, c'est au départ de protéger l'enfant. C'est un besoin de protection qui est souvent le mieux fait par un papa et par une maman. Et ce besoin de protection-là peut changer le modèle affectif de l'enfant. Autrement dit, si vous étiez évitante, plus jeune ou souffrant, grâce à l'adoption, et tout se joue effectivement pas avant 6 ans, grâce à l'adoption, vous avez à peu près 1/3 de chance de pouvoir changer votre modèle affectif, que ce soit à 6 ans, à 10 ans, à 15 ans ou 16 ans. C'est pour ça que l'adoption, c'est un beau risque. Justement, on va parler du rapport d'Azel et de sa maman adoptive, Adeline.
Bonjour madame. Bonjour. Ça vous est certainement pénible d'entendre le témoignage d'Azel et d'imaginer tout ce qu'elle a enduré, petite. Bon, malheureusement, maintenant, je l'ai heureusement un petit peu quand même intégré. Il faut aussi que je prenne aussi de la distance par rapport à ça. Mais c'est certain, quand elle a commencé à révéler sa vie en Russie, quand elle a commencé à verbaliser, j'étais en état de choc, oui, parce que moi, je dis comment je vais pouvoir penser ses blessures, comment je vais pouvoir reconstruire cet enfant. Alors, c'est à la télévision que vous avez découvert celle qui allait devenir Voilà. votre fille pour la première fois. Dans quel contexte? Dans un contexte un peu particulier, parce qu'elle fait l'objet d'un reportage d'une chaîne concurrente. En fait, la directrice de l'œuvre par laquelle j'avais fait ma démarche d'adoption se trouvait à faire un reportage sur l'adoption. Alors, ça confrontait l'adoption russe et l'adoption vietnamienne, pas très réglementée en Russie, puisqu'ils appliquent le droit français. Et il se trouve que ma fille, je l'ai découverte là, effectivement, à l'écran, un beau soir de juin. Nous avons justement quelques images d'Azel à l'orphelinat. On va les regarder. Je vous appelle de l'orphelinat où elle est. Là, je vais la rencontrer, je vais lui faire ses petits cadeaux et tout. Remettez-vous du choc. À bientôt, Adeline. Au revoir. Photographie. À peu de choses près, elle est en bonne santé. Elle ne souffre d'aucune maladie particulière, sauf, je pense, le fait d'être psychologiquement perturbée. Sa mère l'a abandonnée à la naissance et elle a vécu 4 ans dans un orphelinat. Vous vous souvenez de la directrice de l'orphelinat? Oui, j'en ai parlé, oui, je me souviens bien d'elle. Vous gardez quel souvenir de votre toute première rencontre avec Adeline? Question. Avec Adeline, justement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que, et comme disait Yvonne, c'est-à-dire que je me suis fait une carapace. Et d'avoir cette femme, on m'avait expliqué, donc je voyais un petit peu les choses, mais cette femme qui me veut du bien, qui me demande rien, j'étais très renfermée sur moi-même. À côté, il y avait un petit garçon qui était aussi en procédure d'adoption, qui pour la première fois voyait son père adoptif, qui lui sautait au cou, qui lui embrassait de partout. Moi, j'étais non, mais ça va pas, c'est pas comme ça. Tu connais pas cet homme, pourquoi tu lui sautes au cou? Et moi, je connaissais pas cette femme, donc j'étais très, très introvertie. En plus, il y avait les dames de l'orphelinat qui étaient des petites sentinelles, qui nous surveillaient de partout. Donc, au moindre faux pas, on savait que, bon, fallait quand même me respecter. Et vous parliez en quelle langue alors, toutes les deux? Moi, je langue universelle. Ouais. Et vous avez ressenti quoi en la voyant? Bon, moi, je n'avais pas fait de projection sur le physique de mon enfant. Bon, c'est sûr, quand j'ai eu les photos, waouh, je me suis dit, jamais j'aurais fait un enfant pareil, biologiquement parlant. Aussi belle? Aussi belle, voilà, bien sûr. Et quand je suis arrivée, donc c'était dans une datcha, c'était un camp de vacances en Russie. C'était en Carélie, au nord de Saint-Pétersbourg. C'était un camp de vacances d'apparatchik qui avait été reconverti pour les enfants de l'orphelinat. Ça leur permettait un peu d'être à la campagne. Et quand je suis arrivée, c'était une salle, il y avait les dames de l'orphelinat, tout était organisé, on avait prévu une collation. Et quand je l'ai vue, effectivement, moi je voyais Oleg, le fils de mon compatriote qui sautait au cou. Elle restait dans son coin, elle ne me regardait pas. Alors, ensuite, on s'est attablé. Alors, systématiquement, elle me passait les gâteaux. Ça, j'étais comme une petite domestique. Alors, je ne savais pas si c'était un début de contact de sa part ou si simplement parce qu'on lui avait dit « tu as intérêt à faire ça pour bien te présenter ». Et alors, à un moment donné, moi, je risque un baiser. Elle le prend, puis je lui fais des chatouilles. Et en fait, là, on commence à se toucher. Parce que jusqu'alors, moi, j'avais eu la chance d'avoir des photos. Et quand vous lui avez fait des chatouilles, elle a ri? Elle n'avait jamais connu les chatouilles, donc elle le décrit. Elle réagit comment alors? Dans le livre, elle le décrit. Elle dit que elle ne sait pas comment réagir parce que c'est à la fois douloureux et agréable. C'était une surprise pour elle. Elle n'a jamais été chatouillée. Est-ce que vous vous souvenez du premier baiser que vous avez reçu? Comment vous l'avez reçu? Moi, je ne me souviens pas. J'avais beaucoup trop d'informations à gérer, d'émotions à gérer, que je me suis absolument pas arrêtée sur ce toucher. Autant les chatouilles, je me souviens, parce que c'est un peu une agression pour le corps. Donc, mais autant le baiser, c'était... Et Gaspard, comment vous avez croisé la route de Dominique? Aux abords d'une forêt où elle était venue vacciner les enfants du village. Donc, quand il vous a croisé, il était dans quel état, ce petit garçon? Bien, je m'étais un peu éloignée de l'endroit où je vaccinais pour manger vers 13h un avocat et une banane que je mangeais tous les midis. Et je ne voulais pas manger devant les gens parce que je n'avais pas de nourriture pour eux. Et je me suis assise sur une colline à côté d'un arbre. Et j'ai mangé mon avocat. Et à un moment donné, j'ai entendu un bruissement près de moi.
Et j'ai vu une forme humaine à côté de l'arbre, sous un haillon, et qui tremblait, et qui avait la tête baissée, et qui regardait en dessous, comme ça, qui tournait pas la tête droite, mais comme ça. Et ça faisait 1 mois et demi que j'étais sur les camps, et je n'avais jamais vu un enfant en cet état. C'est-à-dire? Il avait les cheveux rouges sur la tête, c'est la vitaminose, le manque de vitamines. Et le visage très gonflé. Et il était en phase finale de malnutrition. Quelque chose s'est arrêté pour moi quand je l'ai vu. Parce que d'habitude, les enfants couraient vers moi, ils criaient « biscuits, biscuits », ils demandaient des biscuits, ils souriaient. J'ai même vu des enfants mourir sur les camps, mais un enfant prostré et en si grande détresse, j'avais jamais vu ça. Donc, j'ai été tellement en état de choc que je ne me souviens même pas, même à l'époque, à l'heure actuelle, comment je l'ai emmené avec moi jusqu'à le faire asseoir sur un banc à côté de moi pour demander qui est cet enfant. C'était ce jour-là? Oui. Non, c'est pas ce jour-là. Là, il était déjà mieux que quand je l'ai rencontré. Il était déjà mieux là. Il était déjà guéri pratiquement. Et j'ai dit, qui est cet enfant? Comment vous pouvez laisser un enfant dans cet état? Vous avez pensé à l'adoption tout de suite? Non, pas du tout, non. Non, je leur ai dit, bon, on va le laver, on va l'habiller, on va chercher un vêtement pour lui. Et puis, je réfléchissais, il fallait réfléchir vite parce que j'étais encore là pendant 2 heures, quoi. Et je me suis dit, c'est une question... Parce que les gens disaient, il était assis sur le banc à côté de moi, et les gens disaient, laissez-le, laissez-le, en Kinyarwanda, mais on me traduisait, il n'y a plus rien à faire pour lui. Et donc, Gaspard baissait la tête. Et quand il a perçu que je le défendais, il a eu la sensation que je le défendais, il ne parlait pas français, mais il a levé la tête pour la première fois, il a tourné son regard vers moi. Et j'ai vu toute cette gratitude dans son regard parce qu'il réalisait que je le défendais, que je prenais sa défense. Et donc je me suis dit, bon, je ne peux pas le laisser là, mais j'ai conscience que je vais l'arracher à son milieu. Mais si je le laisse là, il va mourir. Donc je suis rentrée en France obligée, bien sûr. C'était comme un abandon pour lui, je lui ai expliqué. Je lui ai demandé s'il voulait bien que je l'adopte. Je savais bien qu'il ne savait pas à quoi ça correspondait, mais quand même, j'avais besoin de son accord. Et il m'a dit oui, voilà. Et j'ai commencé les démarches en France. Donc, Gaspard est arrivé en France combien de temps après? 9 mois après. C'est-à-dire, il n'est pas arrivé, je suis retournée le chercher. D'accord. Et comment s'est passée son adaptation? C'est-à-dire, j'avais quitté un enfant très calme, j'ai retrouvé un enfant hyperactif qui ne tenait pas en place une seconde. Il avait souffert à l'orphelinat, je pense. Hein. Ils étaient plus que 2 à s'occuper de 400 enfants. Donc, oui, le soir, alors le coucher, c'était un vrai problème. Parce que j'étais dans un appartement qui faisait quand même 75 mètres carrés, ça allait pour 2. Mais il était quand même enfermé, hein. Il venait de la nature, quoi. La forêt. Et il avait besoin de la forêt, il avait besoin de sortir beaucoup. Il avait besoin de se promener, même tout seul, alors qu'il était petit quand même. Moi, j'avais peur. Parfois, il sortait, il voulait se promener. Ou il allait s'asseoir sur les genoux des clochards dans le jardin public qui était en face de chez nous. Alors les voisins m'appelaient, ils disaient « Dominique, Gaspard, il est assis sur les genoux des clochards. » Et qu'est-ce que c'est cette histoire de l'eau sur son lit le soir? Alors oui, pour l'endormir, il s'endormait vers 2 h du matin, pas avant. Au début... En fait, dès le début, un jour, il n'arrivait pas à s'endormir. Il s'est levé, il a pris un bol d'eau qu'il a jeté sur son lit. Mais il y avait un bol comme ça d'eau, hein, c'était quand même bien mouillé. Et quand il y avait vraiment de l'eau comme ça sur le matelas, sur les draps, il se couchait dedans et là, il s'endormait instantanément. Et pourquoi? Moi, j'ai analysé ça comme il se retrouve dans la forêt, humide, dans l'eau, parce qu'il pleut beaucoup au Rwanda, et il s'endormait sous la pluie au Rwanda, et donc il avait besoin de cette eau. Donc, je me disais, bon, le matelas, il va être fichu, mais tant pis, je le laisse faire. Il en a besoin, ça va durer quelques temps, ça a duré peut-être 15 jours, 3 semaines. Et après, c'est passé tout seul. Et vous, Azel, comment vous vous êtes adaptée? Vous nous avez parlé de régression.
Oui, oui. Quand je suis arrivée en France, c'était un nouvel univers, un nouveau monde, une nouvelle famille, une nouvelle langue. C'était une découverte totale. Et mon premier réflexe, ça a été de me refermer sur moi-même complètement, de tout colmater, de ne rien laisser paraître. Donc j'ai fait une phase de dépression. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 3 semaines. 3 semaines. C'est pas très long, mais là, c'est vraiment où... trop long, oui. Où je regardais toujours le même film, où je mangeais les mêmes choses, où je ne parlais pas, je ne rigolais pas, je ne me lavais pas. J'étais vraiment... Elle avait qu'un urticaire qui l'animait un peu de temps en temps. Voilà, c'est Elle ça. m'a réveillée sur les genoux qu'elle m'avait demandé et elle était comme prostrée. Et après, les semaines suivantes, je suis allée à l'école. Une volonté totale. Je veux dire, bon, la famille c'est bien, l'école c'est mieux, allez hop, on va tout de suite à l'école. C'était un peu décevant pour ma mère adoptive qui, elle, avait un besoin de maternage important. Et quand je suis arrivée à l'école, j'ai régressé en fait. C'est-à-dire? Je ne peux pas vraiment en parler de mon point de vue parce que j'étais enfant, je ne cherchais pas à faire comprendre quelque chose, mais c'est plus ma mère qui peut vous expliquer par quoi c'est-à-dire que, disons qu'elle s'est mise à se donner le jour tous les matins, on peut dire ça. Moi, j'arrivais en robe de chambre pour la réveiller et elle mimait l'accouchement, c'est-à-dire qu'elle se mettait en position fétale sous moi. Non, mais elle fait beaucoup de... Et elle mimait l'accouchement, elle sortait comme un nouveau-né, elle se mettait à pousser des vagissements comme un nouveau-né. Et ensuite, elle demandait à venir sur mon sein pour se réconforter, comme si elle voulait téter. Elle était très attirée par les seins. C'est incroyable. C'était une façon inconsciente de gommer finalement ce qu'elle a vécu petite. Elle voulait, je pense que souvent ma fille m'a dit j'aurais voulu naître de toi. Et quand elle a pu verbaliser, donc elle mimait ça tous les matins. Alors moi j'étais un peu indisposée parce que déjà je prenais du retard avec l'école. Et puis après au niveau, elle avait intégré la maternelle. Et il y avait une très bonne instite qui a pu en faire une lectrice à la fin de l'année parce qu'au CP ça passait pas. Et donc les enfants de maternelle, l'avoir marché à 4 pattes, ça les gênait pas plus que ça. Mais arrivé un certain laps de temps, ça devenait un peu compliqué. Et en fait, j'étais un peu perdue là, parce que j'ai souvent trouvé des solutions. Et là, j'étais un petit peu perdue et elle voulait pas manger. Elle mangeait à la petite cuillère. Elle ne parlait plus. Elle gazouillait, elle babillait. Et ça vous paraît normal, cette régression? Oui, très justement, vous étiez perdu parce que votre fille aurait peut-être pas dû être à l'école. Vous vouliez l'avoir pour vous. Et puis, elle avait besoin, justement, la nature est bien faite, de cette régression-là pour revenir dans toutes les étapes de sa vie qui avaient mal marché. Au début, c'est beaucoup la sensorialité, donc apprendre à regarder dans les yeux, apprendre à être touché, à être porté. Au Québec, on utilise beaucoup les rocking chairs, les hamacs même à l'intérieur, de manière à pouvoir exercer le mouvement. Puis ensuite, c'est le développement moteur et tout. Et très justement, vous avez employé l'expression d'apprivoisement et d'adaptation. Alors, ces phases-là d'apprivoisement et d'adaptation-là, elles vont durer 3 semaines, 6 semaines, 6 mois, 1 an. Et avec les enfants adoptés grands, ça peut être même 1 année ou 2 avant que l'attachement, cette espèce d'étincelle d'apaisement commence à se consolider. D'où l'idée de nourrir, de laver, d'utiliser. Je dis souvent qu'on est bien au Québec pour ça. On n'utilise pas toujours notre cerveau, on utilise notre corps. Et c'est le corps du parent qui va porter l'enfant. Ensuite, les idées d'Yvonne pourront s'y Qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Qu'est-ce que... Ce qui amuse, c'est qu'au Québec, on utilise le rocking chair, pas en France. Ah si, je crois que c'est la notion de bercer. Et je crois que ce qui est intéressant dans l'histoire d'Azel, c'est que de toute façon, pour évoluer, il faut parfois passer par le stade de la régression. Ça me paraît totalement, c'est fréquent, même pour nous qui sommes un peu sains. Mais en revanche, on voit chez vous cette propension finalement à être parfois rigide, mise à distance, comme si, enfant, jusqu'à l'âge de 6 ans, vous avez dû constamment vous adapter à ce que vous demandez d'être, comme un petit robot, et votre moi intérieur n'a pas pu se développer. Et c'est avec Adeline, progressivement, et là on revient dans cette notion de contenance, que vous avez pu enfin accéder à vous-même et quitter cette fausse identité, ce faux moi, qui était une forme de réponse à ce qu'on vous demandait d'être. Enfin, avec Adeline, vous avez pu être vous-même, grâce à la régression. Alors j'imagine qu'après, ça a dû se traduire par une période de rébellion à l'adolescence? Non. Pas vraiment de rébellion, non, parce qu'après, les liens, au début, c'était très long à se mettre en place, les liens de confiance, Au lycée, vous n'avez pas été violente, agressive? Non, non, je pense pas, alors à moins que quelque chose m'échappait, mais les liens avec ma mère sont très forts.
Ça, c'est par rapport à quand je vois mes copines, elles ont un lien beaucoup moins, je dirais pas fusionnel, mais fort. Et donc, c'est vrai qu'à l'adolescence, je devenais une femme. Donc, c'est aussi le rapport avec le métier de ma mère biologique, mon corps qui changeait, tout cela, dans l'esprit, c'était... Mais je pense pas que j'ai été rébellion. Non, c'est plus une rébellion par rapport à moi-même. Parce que, comme disait Yvonne, c'est-à-dire que quand j'étais petite, j'ai essayé d'effacer. En arrivant en France, je dis, bon, tout ce que j'ai vécu, ça n'existe plus. Et à un moment, les démons, même si on les enterre, même si on les met à l'écart, ils nous sautent dessus. Et à l'adolescence... On ne les voit pas venir, en fait. C'est ça, toute la perversité de la chose, c'est qu'on ne les voit pas venir. Ils nous sautent dessus. Il y a un jour, on se lève le matin et on se sent coupable de tout, on se sent responsable de tout, on se dénigre, on nous dit j'en ai bavé tellement, pourquoi je devrais continuer? Et pourtant, tout va bien dans notre vie, le lycée et ça passe se traduit bien. comment, alors? Par une très, très forte dépression qui a mis mon année terminale en péril. Je mangeais beaucoup, mais je maigrissais à vue d'œil. Par des crises de larmes, du sommeil. Je peux dormir pendant 4 jours non-stop. Sans même manger ni boire, rien. J'étais vraiment dans un état totalement léthargique. Et ça a duré, ça a duré longtemps quand même. Ça a duré au moins 1 an et demi. 1 an et demi de dépression vraiment très acharnée. Et vous, Gaspard, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes rebellé contre la souffrance que vous avez vécue? Pour moi, non. Après, peut-être pour maman, oui. Mais pour ma... Il a eu ce qu'on appelle une crise d'adolescence sévère. Alors, l'adolescence, ça s'est bien passé, mais c'est à l'âge de 17 ans, il a commencé à vouloir sortir le soir. Et à aimer la nuit et les gens de la nuit. Il a découvert que les gens de la nuit étaient bien plus marrants que les gens du jour. Et c'est comme ça qu'il me l'a formulé. Hein. Mais alors, moi, j'ai commencé à m'angoisser vraiment sérieusement, quoi, parce que je voyais tous les dangers de la nuit, parce qu'il partait marcher dans la nuit, il rentrait seul à 2-3 heures du matin, et on a été un peu en conflit quand même à ce niveau-là, parce que moi, je dormais plus, bien sûr, et puis c'était difficile, quoi. Ça a duré longtemps? C'était un peu, je vis ma vie, je vis, quoi. Et ça a duré... oui, ça fait pas trop longtemps que c'est terminé. Gaspard est un festif. C'est un festif, donc la convivialité. En fait, il est allé de l'isolement total à un charisme avec 300 amis, donc c'est difficile de... Trouver le juste milieu. Voilà. Et moi, je suis devenue un peu hyper anxieuse. Ça m'a toujours pas quittée. Hein. Il faut que je me soigne. Je partage ça totalement. C'est vrai? Oui, je pense que... C'est-à-dire qu'on a une double responsabilité. On allait les chercher. Donc, et moi, j'ai d'autres amis qui sont des mères adoptantes, des parents qui... Et je pense qu'effectivement, on se sent doublement responsable. Oui. Et le lien avec votre pays, vous aviez quel rapport avec votre pays? J'avais décidé de plus entendre parler de mon pays. Ouais. Et vous, Azel? Mais après, l'idée, beaucoup de gens m'ont dit tu vas retourner en Russie. Pour moi, c'est hors de question. Parce qu'on ne retourne pas dans un pays, dans un endroit où on a souffert. Je pense qu'on n'a pas automatiquement envie d'y retourner tout de suite. On va saluer Marion qui est avec nous dans le public et qui va venir nous rejoindre. Bonjour. Je vais vous rapprocher. Marion, vous aussi, vous avez été adoptée à l'âge de 6 ans. Vous avez choisi d'aller sur les traces de vos origines et vous allez nous dire comment on évolue en tant qu'adulte quand on a une histoire comme la vôtre. Alors vous gardez quel souvenir de votre petite enfance? Alors moi, je suis née en Roumanie. Donc j'étais dans 2 orphelinats différents sous le temps de Ceausescu. Pourquoi vous étiez dans un orphelinat? J'avais le nom de ma mère biologique, mais la directrice de l'orphelinat, de la Ligane, a toujours dit à mes parents qu'elle était décédée et que j'avais un père inconnu. Alors vous êtes arrivée en France en 1982 avec un couple de Français qui vous avait adopté. Oui. Donc ils savaient quoi de vous, vos parents adoptifs, de votre passé? Pas grand-chose, parce qu'on leur cachait, c'était pas... Rien n'était dit en fait. C'était le communisme à l'époque. C'est à l'adolescence que vous avez commencé à vous poser des questions sur vos origines. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit à ce moment-là, en fait, l'adolescence? C'était à la préadolescence. En 89, il y a eu la révolution, la chute de Ceausescu. Ça a été la révolution dans ma tête.
c'est vrai que pendant plusieurs années, j'ai voulu complètement oublier mon passé. Ça a réussi. Comme eux, donc. Ouais. Effacer le pays d'origine, etc. Oui, une amnésie totale. Et ce qui était bien, c'était une protection. Et ce qui m'a permis d'apprendre la vie, de découvrir la vie, de m'épanouir. Et à l'âge de 13 ans, quand j'ai vu ces images, ça m'a bouleversée. Et à partir de là, je me suis vraiment posé des questions. Je me suis vraiment demandé d'où je venais. Et j'avais envie de comprendre l'histoire aussi de la Roumanie. Parce que comprendre l'histoire de son pays, c'est aussi comprendre son histoire. Donc vous y êtes allée sur place? Oui, mon premier voyage a été à l'âge de 16 ans. Donc je suis partie avec une petite association. Qu'est-ce que vous avez ressenti en revenant sur les lieux de votre passé? Alors ça a été quand même une excitation incroyable. Et puis bon, moi j'étais vraiment dans cet imaginaire. Je me suis dit, bon super, le communisme n'est plus, Ceausescu n'est plus là. Donc du coup, la Roumanie c'est comme la France. Et ça a été le choc, parce qu'il y a eu plein de souvenirs qui sont revenus. Et je ne m'attendais pas à ça. Vraiment surprise. Et vous y êtes reparti en 2000, pour la seconde fois. Et un rebondissement incroyable s'est produit à ce moment-là. Je suis partie avec une association humanitaire. Bon, c'est vrai que ça a été assez difficile puisque nous avons visité beaucoup d'institutions d'enfants. Donc c'est vrai que pour moi, je me suis dit, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir affronter ça. Et puis en fait, non. Puisque ça me rappelait aussi des choses que j'avais vécues quand j'étais enfant. Et donc, moi, je suis née en Transylvanie. Et donc, l'idée, c'était de s'arrêter à une petite ville parce qu'il y avait un monastère très connu. Et cette ville, c'était ma ville natale. Par hasard? On s'est arrêté par hasard. Dans votre ville natale? Dans ma ville natale. Et on s'est arrêté, il y a eu plusieurs maisons, on s'est arrêté à une maison. Il y a une jeune femme qui est sortie, qui nous a accueillis, qui parle très bien français. Et puis quelques heures après, il y a son père qui est arrivé, Bunicu, qui veut dire grand-père en roumain, qui est arrivé parce qu'il faisait un temps tellement radieux, il avait envie de voir sa famille, de voir sa fille. Puis il me regarde avec insistance, et puis il me dit « Toi, tu es roumaine ». Je dis « Oui, c'est vrai, mais bon, ça se voit pas tant que ça ». Puis j'ai dit « Oui, c'est vrai, j'ai été adoptée ». Et on est à la recherche d'une famille, Kotoara. Il me dit « Ah, mais c'est Anna ». Et je dis « Oui, Anna, oui, mais de toute façon, Anna, elle est décédée ». Il me dit « Non, elle n'est pas décédée. Moi, je la connais très bien. J'étais son employeur quand elle était en apprentissage. Je la connais très bien. » Et il nous a amenés jusqu'à elle. Et donc, vous êtes retrouvée face à votre mère? Oui. Elle vous ressemblait? Vous lui ressembliez? Oui, on se ressemble, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes vus? J'étais dans un état d'hystérie, d'euphorie, d'excitation. C'est tellement merveilleux de se dire, ben voilà, je suis en face de la personne qui m'a mise au monde. Et au niveau des émotions, il n'y a pas de mots, enfin, on ne maîtrise pas. Alors, depuis, vous y retournez régulièrement. On va regarder des images de votre retour en Roumanie l'année dernière et on va découvrir votre mère et le lien qui vous unit aujourd'hui à votre famille biologique. Et puis, nous allons voir qu'une autre rencontre incroyable a eu lieu ce jour-là, décidément. Je m'appelle Marion, j'ai 38 ans. Je suis née en Roumanie sous la dictature de Nicolae Ceausescu. J'ai été adoptée. Le 3 septembre 2013, j'ai donné naissance à un petit garçon, Pierre. Ce jour-là, je me suis réellement demandé comment une mère pouvait abandonner son enfant. Un jour, très certainement, mon fils me posera des questions. Il faudra que je lui explique. J'ai donc besoin d'aller au bout de ma quête. Je sais qui est ma mère naturelle. Va? Ce faci? Bine. Ouais. Bien. Je l'ai retrouvée. Mais je ne sais toujours pas qui est mon père. Anna, est-ce que tu peux me parler de mon géniteur? Știu că stă în cetate. În cetate? În cetate stă. Dar nu știu cum îl cheamă, ai? Ba da, Boțan Nicolae. Păi dă mâna cu ea, ia-i fata ta. Ziua. De tine o? Seamănă cu tine. O studiat-o tu i-ați văzut? Cu mama sa mai mult. Nu chiar așa. Cred că nu.
C'est bien beau de retrouver, mais après, comment on va construire ces liens avec la distance, la barrière de la langue? Voilà, comment on va construire notre histoire maintenant? Au niveau de la connaissance de mes origines, ça c'est sûr que c'est fini. Mais après, je sais pas. En tout cas, avec la Roumanie, c'est sûr que c'est pas fini. Voilà. Donc là encore, Marion, une rencontre inespérée avec votre père biologique? Oui, c'est vrai que c'était un peu compliqué. C'est vrai que moi j'ai rencontré Anna en 2000. On a eu quand même beaucoup de problèmes de communication. Bien sûr, il y a eu la barrière de la langue. Moi, j'avais envie d'entendre des choses, elle voulait me dire des choses. C'était très très compliqué et je trouve que c'est vraiment important. Je veux dire, quand on est dans cette démarche de quête des origines, quête d'identité, c'est quand même d'être accompagné. Et pour que ça se passe le mieux possible aussi. Et c'est vrai que Anna, au niveau de son discours par rapport à mon père biologique, c'était pas clair. Donc c'est vrai qu'encore il y a quelques années, elle me disait qu'il était décédé des suites d'une maladie. Donc moi, c'est vrai que j'ai apprêté, ça m'intéressait plus du tout. Et avant le tournage du film documentaire, j'avais reçu un mail d'Anna me disant « Mais en fait, ton père biologique, il est bien vivant ». Et puis bon, voilà, on a fait le tournage, puis on s'est dit, après tout, pourquoi pas aller jusqu'au bout? Parce que, étant donné que j'ai donné naissance à un petit garçon, je me suis dit que, de toute façon, lui, il me posera des questions, tôt ou tard. Et l'idée, c'était aussi de lui apporter un maximum de réponses. Gaspard, vous n'avez jamais essayé d'avoir des nouvelles de votre famille biologique? Enfin, ma famille biologique, il ne me reste plus que mon frère. C'est le seul, enfin, c'est la seule. Votre père est décédé? Mon père est décédé, donc du coup, moi, il ne reste plus que mon frère. Donc votre frère est toujours là-bas, vous ne l'avez pas vu depuis 21 ans, vous envisagez de le voir bientôt? C'est ça, c'est ce que je me suis toujours dit que le jour que je dois aller au Rwanda, il faut déjà que j'ai un projet et que je puisse aussi apporter quelque chose à mon frère. Et que je pense que maintenant, 21 ans après, je pense que j'ai les armes pour, on va dire, pour pouvoir... Vous vous sentez en paix avec vous-même aujourd'hui? Je me sens en paix, l'environnement du pays aussi me rassure aussi. Et que je suis en âge de pouvoir participer aussi au développement du pays. Il faut savoir que la majorité de la population du Rwanda, la moyenne d'âge c'est 25 ans, donc c'est ma génération, et que c'est ma génération qui doit construire le Rwanda. Donc vous envisagez d'y retourner pour y travailler? Pas pour y travailler, proprement, parce que j'ai une double culture, donc je me sens aussi très français, même voire plus français que rwandais finalement, parce que j'ai grandi plus ici. Mais du coup, c'est plus essayer de créer un lien entre le Rwanda et la France pour participer au développement des deux pays. Azel, vous y êtes allé, vous, dans votre pays natal? Non, non, jamais. Vous envisagez d'y aller? Non plus, non, absolument pas. Comme disait Marion, les pays, ils ont une odeur, ils ont une atmosphère, ils ont une lumière. Et les souvenirs, on les a, mais se retrouver dans cet environnement, retrouver ces odeurs du pays, c'est un choc qui est beaucoup trop violent et que pour l'instant, je ne me sens pas capable de pouvoir assumer. Malgré le fait que j'ai une demi-sœur en Russie, que j'ai quelques attaches qui restent, pour l'instant, non. Est-ce que l'idée de devenir mère ou père, parent en tout cas, vous anime? Oui, mais c'est une joie et une peur. Par exemple, moi, j'ai des scrupules à tuer des mouches. L'été, pendant 40 minutes, j'essaie de la mettre dehors et j'ouvre la fenêtre, 3 autres rentrent. Et quand ma mère biologique, elle, sans poignée loi, elle a égorgé un homme sous mes yeux. Donc moi, j'ai peur. Je lui ressemble physiquement en plus. Donc il y a toujours dans ce miroir, savoir qui c'est qu'on voit. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai son sang qui coule dans mes veines? Et peur de l'homme, sans doute. Peur de l'affection, peur de l'affection d'un homme, peur de la sexualité. Oui, aussi, tout ça. Et j'ai envie de vous dire juste une phrase qu'on entend chez vous par rapport à la culpabilité. Vous savez, Azel, les bourreaux
condamne toujours les victimes et c'est toujours les victimes qui sont coupables. Je crois qu'il faut que ça, vous l'enregistrez très bien pour effacer l'injonction maternelle qui disait « c'est ta faute ». Eh bien non, c'est pas de votre faute. Et il faut voir la différence entre la culpabilité et la honte. Voilà. La culpabilité, en fait, est un sentiment relativement sain. Moi, si on ne m'avait pas rendu coupable, j'ai eu de bons parents, je serais un délinquant. Mais la honte, c'est-à-dire que ce n'est pas votre comportement ou ce que vous faites qui devient à risque ou porteur de jugement pour les autres, c'est ce que vous êtes, vous, votre être et non votre paraître. Et c'est ce sentiment de honte-là qui est difficile à dissiper avec et deux mots intéressants. Vous êtes devenu prof de français. Ça veut dire que quelque part, la greffe est merveilleuse. Vous avez oublié votre mère quelque part, biologie. Vous êtes française et votre langue maternelle s'est adressée à votre maman. Quant à Gaspard, l'histoire, c'est très intéressant de faire de l'histoire. C'est pour vous dire inconsciemment, non, je ne vous oublie pas. C'est par fidélité à votre histoire et à votre pays, je pense. Vous envisagez d'avoir des enfants, vous, Gaspard ? Oui, c'est une certitude. Enfin, faut trouver la bonne personne, bien sûr. Mais... Vous ne l'avez pas trouvé? Comment? Vous ne l'avez pas trouvé? Je sors d'une relation de 7 ans, donc pour l'instant, non. Ah ouais. Mais oui, enfin, avoir une vie de famille, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et... Vous aussi? Oui, recréer, non pas qu'on veut dénigrer notre famille adoptive, mais recréer une famille, pour ma part, nombreuse, avec cette peur d'être bonne mère, mauvaise mère, mais une famille nombreuse en disant peut-être qu'il y en a un parmi tous ces enfants qui formera une fratrie ou qui permet de créer la famille large qu'on n'a pas eue ou qu'on aurait dû avoir. Mais cessez de vous penser comme un brouillon d'enfant. L'important, c'est d'être la meilleure mère possible. Voilà. Je voudrais dire aussi qu'il y a un conflit interne en Gaspard, par exemple, entre aimer une femme et aimer sa mère. Je sentais un déchirement, comme s'il était tiraillé entre les deux. Oui. Et c'est une souffrance pour lui. Alors que moi, j'ai toujours bien accepté ses amis. Parce qu'il y a confusion de l'amour maternel et de l'amour de l'état amoureux. Oui. Donc il a peur, en étant amoureux, finalement, de vous être infidèle. Oui, mais c'est ça. Alors, c'est une souffrance pour lui et il a beaucoup de mal à être démonstratif aussi. C'est un grand explorateur, mais il en veut encore de vous un peu. Oui. Et c'est souvent comme ça. Ils viennent, ils reprennent. C'est un petit peu d'insécurité, mais... L'accrochage et le décrochage. Oui, c'est ça. La sécurité affective va vous permettre d'avoir des vies affectives plus sereines, plus saines, aussi des vies au travail, des vies de couple et d'avoir des enfants. C'est là que se parachève la force identitaire. Le fait d'avoir été attaché à vos parents d'adoption va vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de futur. Merci. Merci à tous pour la sincérité de vos témoignages. Merci à vous pour votre confiance. Merci à Yvonne et à notre expert québécois. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire dans Version Fémina ce week-end. On se retrouve tout de suite avec un nouveau numéro de l'Histoire continue. Nous accueillerons Mélie et Angelina, 2 autres jeunes filles au destin qui forcent l'admiration. À tout de suite. Merci beaucoup. Vous êtes agrégée, professeur? Bientôt, au sommaire de Toute une histoire, ces 4 femmes ne se connaissaient pas, mais elles ont exactement la même vision des choses. Ça vous a jamais posé de problème d'avoir des kilos en trop? Je dis pas que ça a toujours été facile, mais j'ai décidé d'aller bien. Une vision qui les a toutes menées en haut de l'affiche. À un moment donné aussi, on est rond. On est rond, on n'est pas un carré, c'est juste de l'ordre de l'acceptation après. Moi, comme dit Thierry Samitier, j'ai un physique d'époque, mais c'est plus l'époque. Voilà. J'ai la chance d'être avec un chéri qui m'aime pas malgré mes rondeurs, qui m'aime pour mes rondeurs. Pour moi, j'ai créé un magazine de mode qui valorisait toujours des femmes rondes, des femmes très rondes. Vous avez refusé de vous soumettre à des dictates de la mode qui Je dirais que c'est mon corps qui a refusé de se soumettre aux dictates et que j'ai suivi. La pizza est super ici, moi je viens souvent pour ça. Ça se voit, hein. La rédaction a eu envie de relayer leur message pour que chacun d'entre nous sache qu'il ne faut jamais se cacher et toujours tout oser.